Au cours de l'histoire, les femmes qui se trouvaient du mauvais côté de la loi, ou simplement du mauvais côté de la société, étaient soumises à certaines des punitions les plus brutales, bizarres et carrément ridicules imaginables. Que ce soit pour avoir été accusées de sorcellerie, pour avoir dépassé les limites du comportement acceptable, ou simplement pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment, les femmes subissaient souvent les conséquences les plus dures et les plus cruelles. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ces punitions n'étaient pas seulement une question de maintien de l'ordre. Elles servaient également à renforcer le pouvoir, le contrôle et une bonne dose de superstition. Des dispositifs médiévaux qui feraient passer les instruments de torture modernes pour des jouets d'enfants, aux punitions qui ressemblent plus à des farces absurdes qu'à de la justice. Les sociétés du monde entier ont trouvé des moyens vraiment exagérés pour maintenir les femmes dans le droit chemin. Mais aussi brutales qu'elles aient été, certaines de ces punitions révèlent également à quel point les gens pouvaient être créatifs ou fous lorsqu'il s'agissait de faire respecter les normes sociales. La bride des commères. La bride des commères, un dispositif qui enfermait la tête d'une femme dans du fer et lui bâillonnait la bouche, était spécialement conçu pour réduire les femmes au silence. Cette forme de punition est devenue courante en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles au XVIe et XVIIe siècle. La punition visait principalement les commères, des femmes considérées comme excessivement bavardes, critiques ou querelleuses, surtout envers les hommes. Cependant, son utilisation ne se limitait pas aux épouses harcelantes. Les femmes qui s'opposaient à l'ordre social établi ou qui résistaient à l'autorité masculine étaient également soumises à cette punition cruelle. La bride des commères est apparue pour la première fois en Angleterre sous le règne d'Henri le VIIIe, bien qu'elle se soit rapidement répandue dans d'autres régions de la Grande-Bretagne. Cette punition reflète le contexte plus large de l'époque, une société marquée par un ordre hiérarchique rigide qui plaçait les femmes fermement sous l'autorité masculine. À une époque où les lois religieuses et civiles étaient profondément imbriquées, parler contre l'autorité pouvait être interprété comme de l'hérésie ou de l'insubordination. Ainsi, la bride des commères n'était pas seulement un outil physique de suppression, mais un symbole du contrôle patriarcal exercé sur la parole et les actions des femmes. Bien que la bride des commères ne soit pas toujours inscrite dans les codes juridiques, son utilisation était socialement sanctionnée et faisait partie du droit coutumier dans de nombreuses villes. Les responsables municipaux ou même les voisins pouvaient accuser une femme d'être une commère, ce qui entraînait son humiliation publique en étant forcée de porter la bride. Le bâillon incluait souvent une petite pointe ou une lame qui était pressée contre la langue, rendant toute tentative de parler douloureuse. Dans certains cas, les femmes étaient promenées dans les rues, ajoutant encore à leur humiliation. La bride des commères reposait sur la croyance profondément ancrée que les femmes étaient intrinsèquement subordonnées aux hommes et que la principale vertu d'une femme était son silence et son obéissance. Dans l'Angleterre moderne, on croyait que les femmes qui parlaient à tort et à travers sapraient l'autorité de leur mari et, par extension, l'ordre social. Cette punition servait d'outil pour faire respecter les normes de genre et maintenir les femmes dans leur rôle socialement prescrit. Le terme même de commère avait des connotations négatives, impliquant qu'une femme qui osait exprimer ses opinions ou critiquer un homme était intrinsèquement désobéissante et indigne de respect. Bien que les récits personnels soient rares, il existe des cas documentés où des femmes ont été forcées de porter la bride des commères. Un exemple nous vient de l'Écosse du XVIe siècle, où une femme nommée Janet Forsyth
a été condamnée à porter la bride pour querelle indécente avec son mari. La punition de Forsyth reflétait l'attente sociale selon laquelle le rôle d'une femme était de se soumettre à l'autorité de son mari, et toute remise en question de cela pouvait entraîner une rétribution brutale. Chasse aux sorcières et bûchers. Peut-être la période la plus notoire de l'histoire européenne pour son traitement des femmes fut celle des chasses aux sorcières, qui s'étendait de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alimentée par l'extrémisme religieux, la superstition et les bouleversements sociaux, des milliers de femmes furent accusées de sorcellerie et soumises à des punitions brutales, y compris la torture, la pendaison et le bûcher. Les chasses aux sorcières sont apparues dans une période de troubles sociaux et religieux significatifs, en particulier lors de la Réforme protestante et de la contre-réforme catholique. Les autorités religieuses ont joué un rôle important dans la propagation de la peur des sorcières, souvent accusées de malheurs inexpliqués tels que les mauvaises récoltes, les maladies ou la mort du bétail. La condamnation des sorcières par l'Église reposait sur la croyance qu'elles avaient conclu des pactes avec le diable et étaient capables de causer du tort par des moyens surnaturels. Bien que les hommes aient également été accusés de sorcellerie, la grande majorité des victimes étaient des femmes, en particulier les femmes âgées, les veuves ou celles qui vivaient en marge de la société. Les femmes étaient considérées comme plus susceptibles de céder aux tentations du diable, reflétant une misogynie profondément enracinée dans la pensée religieuse et laïque. Ces idées étaient renforcées par des textes influents comme le tristement célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, écrit par Heinrich Kramer en 1090-187, qui ciblait explicitement les femmes comme étant plus susceptibles de pratiquer la sorcellerie en raison de leur faiblesse perçue et de leurs défauts moraux. Les procès des sorcières présumées étaient brutaux et impliquaient souvent des méthodes de torture pour extraire des aveux. Une méthode courante était le test de l'eau, où la femme accusée était liée et jetée dans un plan d'eau. Si elle flottait, cela était considéré comme une preuve qu'elle était une sorcière, car on croyait que l'eau la rejetterait. Si elle coulait, elle était innocente, mais souvent se noyait. Une autre méthode courante était le test de la piqûre, où les autorités recherchaient la marque de la sorcière, censée être un signe du diable. Le corps de la femme accusée était piqué avec des aiguilles, et si une zone ne saignait pas, cela était pris comme preuve de sorcellerie. Ces méthodes n'étaient pas seulement physiquement douloureuses, mais profondément humiliantes, car les accusés étaient souvent déshabillés et examinés devant leurs accusateurs. Pour celles reconnues coupables, les punitions étaient sévères. Beaucoup étaient pendus, tandis que d'autres étaient brûlées vives sur le bûcher. Dans des pays comme l'Angleterre et l'Écosse, la pendaison était la méthode d'exécution privilégiée, tandis que le bûcher était plus courant en Europe continentale, en particulier en Allemagne, en France et en Suisse. Les chasses aux sorcières ciblaient de manière disproportionnée les femmes en raison de la croyance prédominante selon laquelle elles étaient intrinsèquement plus enclines au péché et susceptibles de subir l'influence du diable. Les femmes qui défiaient les normes sociales, celles qui étaient bavardes, célibataires ou indépendantes, étaient particulièrement vulnérables aux accusations de sorcellerie. Dans de nombreux cas, les accusations étaient motivées par des vendettas personnels, la concurrence économique ou la jalousie sociale. Les femmes guérisseuses, sages-femmes ou herboristes étaient souvent vues avec suspicion, car leur connaissance des plantes et de la médecine pouvait facilement être considérée comme de la sorcellerie. Ces femmes, souvent membres inestimables de leur communauté, devenaient des boucs émissaires pour les angoisses sociétales
en période de famine, de maladie ou d'instabilité politique. Les procès de sorcières de Salem en 1692 sont peut-être l'exemple le plus célèbre d'une chasse aux sorcières, mais ils faisaient partie d'un schéma plus large de persécution. En Allemagne, qui a connu certaines des plus grandes chasses aux sorcières, des dizaines de milliers de femmes ont été exécutées sur plusieurs décennies. Une affaire tristement célèbre est celle des procès de sorcières de Würzburg de 1626 à 1631, où plus de 900 personnes, dont la majorité étaient des femmes, furent brûlées sur le bûcher. En Écosse, les procès de sorcières de North Berwick en 1590 ont vu plusieurs femmes accusées d'avoir tenté de tuer le roi Jacques VI par sorcellerie. Agnes Sampson, l'une des accusées, fut soumise à une torture brutale avant d'être étranglée et brûlée. Le bandage des pieds. La pratique du bandage des pieds en Chine, qui a duré près de 1000 ans, représente l'une des formes les plus extrêmes de mutilation physique infligée aux femmes au nom de la beauté et du statut social. Cette coutume a débuté sous la dynastie Song, vers le XIe siècle avant Jésus-Christ, et a perduré jusqu'au XXe siècle, touchant des millions de femmes et laissant un impact profond sur la culture chinoise. On pense que le bandage des pieds a pris son origine à la cour impériale sous le règne de l'empereur Li Yu, dont la concubine préférée aurait bandé ses pieds pour exécuter une danse pour lui. La pratique s'est rapidement répandue parmi les élites, devenant un symbole de statut qui signifiait richesse, raffinement et beauté. Les petits pieds, ou pieds de lotus, sont devenus un attribut physique très prisé, et les femmes aux pieds bandés étaient considérées comme plus désirables pour le mariage. Au fil du temps, le bandage des pieds est devenu un rite de passage pour les jeunes filles, débutant généralement entre l'âge de 4 et 7 ans. Le processus impliquait d'envelopper étroitement les pieds avec des bandes de tissu, de briser les os et de forcer les orteils sous la plante du pied. L'objectif était d'obtenir une longueur de pied d'environ 3 pouces, ce qui était considéré comme l'idéal. Le processus de bandage des pieds était extrêmement douloureux et entraînait souvent des problèmes de santé à vie. Les os des pieds étaient intentionnellement brisés et les orteils pliés sous la plante du pied, provoquant de graves déformations. Les infections étaient courantes et de nombreuses filles perdaient des orteils ou développaient des gangrènes. Marcher était difficile et les femmes aux pieds bandés avaient souvent besoin d'assistance pour se déplacer, les confinant ainsi dans leur foyer. La douleur du bandage des pieds ne se limitait pas au domaine physique. Elle avait aussi des conséquences psychologiques et émotionnelles. Les filles étaient soumises à cette pratique dès leur plus jeune âge, souvent sous la pression de leur famille, qui croyaient que les pieds bandés amélioreraient leur perspective de mariage. La pratique renforçait l'idée que la valeur d'une femme était liée à son apparence et à sa capacité à se conformer aux attentes sociales, même au prix de son bien-être physique. Le bandage des pieds n'était pas seulement une pratique physique. Il était profondément ancré dans les normes sociales et culturelles chinoises. Les pieds bandés étaient perçus comme un signe de féminité et de vertu, et les femmes aux grands pieds non bandés étaient souvent considérées comme peu féminines ou de classe inférieure. La pratique était particulièrement répandue parmi les élites, où les pieds bandés étaient un symbole de richesse et de statut, indiquant qu'une femme n'avait pas besoin de travailler ou de se déplacer de manière indépendante. Pour de nombreuses femmes, le bandage des pieds était un moyen d'assurer un mariage avantageux, car les hommes issus de familles riches recherchaient souvent des épouses aux petits pieds. Cependant, cela se faisait au détriment de leur autonomie et de leur liberté. Les femmes aux pieds bandés étaient souvent dépendantes de leur mari et de leur famille pour obtenir du soutien,
renforçant ainsi la structure patriarcale de la société chinoise. Bien que le bandage des pieds ait été largement pratiqué pendant des siècles, il y a toujours eu des voix d'opposition. Certains érudits et fonctionnaires critiquaient la pratique comme barbare et nuisible à la santé des femmes. Cependant, ce n'est qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle que des efforts significatifs ont été déployés pour abolir le bandage des pieds. L'influence croissante de l'Occident en Chine, ainsi que les efforts des réformateurs et des missionnaires chrétiens, ont conduit à un mouvement croissant contre le bandage des pieds. Des sociétés anti-bandage ont été formées et au début du XXe siècle, la pratique a été officiellement interdite. Cependant, elle a persisté dans certaines régions rurales jusqu'aux années 40. L'héritage du bandage des pieds est encore ressenti en Chine aujourd'hui, tant par son impact culturel que par les conséquences physiques pour les femmes qui ont subi cette pratique. De nombreuses femmes âgées aux pieds bandés ont vécu bien dans le XXe siècle et leurs histoires servent de rappel des extrêmes auxquels les sociétés ont eu recours pour contrôler le corps des femmes. La lapidation. La lapidation, ou stoning, est l'une des formes d'exécution les plus brutales, historiquement utilisée pour punir les femmes accusées d'adultère ou d'autres transgressions sexuelles. Cette forme de punition a été pratiquée dans diverses régions du Moyen-Orient et est profondément enracinée dans les traditions religieuses et culturelles. La lapidation trouve ses origines dans les textes religieux, notamment la Bible et le Coran, où elle est prescrite comme châtiment pour l'adultère et d'autres péchés sexuels. Dans la tradition islamique, la lapidation est connue sous le nom de rajm et est mentionnée dans les hadiths, les paroles et actions attribuées au prophète Mahomet. Cependant, il est important de noter que la lapidation n'est pas explicitement mentionnée dans le Coran et son usage a été un sujet de débat parmi les érudits islamiques. Dans l'ancienne loi juive, la lapidation était également utilisée comme châtiment pour divers crimes, notamment le blasphème, l'idolâtrie et l'adultère. La Bible contient plusieurs références à la lapidation, y compris l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère qui fut amenée devant Jésus pour jugement. L'acte de lapidation est conçu pour être à la fois physiquement douloureux et humiliant. La personne condamnée est généralement enterrée jusqu'à la poitrine ou à la taille dans le sol, laissant sa tête et le haut du corps exposés. Un groupe de personnes, souvent des membres de la communauté, est alors chargé de lancer des pierres sur le condamné jusqu'à ce qu'il meure. Les pierres utilisées sont généralement de taille moyenne, suffisamment grandes pour causer des blessures, mais assez petites pour assurer une mort lente et douloureuse. Le but n'est pas de tuer rapidement la personne, mais de prolonger sa souffrance, faisant de la lapidation l'une des formes d'exécution les plus atroces. Bien que les hommes et les femmes puissent être soumis à la lapidation, les femmes ont historiquement été disproportionnellement visées. Cela s'explique en grande partie par le fait que les accusations d'adultère ou de mauvaise conduite sexuelle sont plus fréquemment portées contre les femmes, souvent avec peu de preuves. Dans de nombreux cas, les femmes qui sont violées ou autrement agressées sexuellement sont accusées d'adultère et condamnées à mort par lapidation. Bien que la lapidation ne soit plus largement pratiquée, elle survit encore dans certains pays qui suivent des interprétations strictes de la loi islamique. Dans des pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite et certaines régions du Nigeria, la lapidation reste une punition légale pour l'adultère et d'autres crimes sexuels. Les organisations de défense des droits humains ont condamné cette pratique, la qualifiant de violation des normes internationales en matière de droits humains. L'une des affaires les plus médiatisées des dernières années est celle d'Amina Lawal, une Nigériane condamnée à mort par lapidation en 2002
pour avoir eu un enfant hors mariage. Son cas a suscité une indignation internationale et conduit à une campagne mondiale pour sa libération. Finalement, la sentence de Lawal a été annulée. Mais son cas a mis en lumière l'utilisation continue de la lapidation comme punition pour les femmes dans certaines régions du monde. Les ceintures de chasteté. La ceinture de chasteté est un dispositif longtemps associé à l'Europe médiévale, souvent considéré comme un outil utilisé pour contrôler la sexualité des femmes. Bien que certains historiens remettent en question l'utilisation généralisée des ceintures de chasteté, elles restent un symbole puissant des mesures extrêmes auxquelles la société a eu recours pour assurer la pureté sexuelle et la soumission des femmes. Qu'elles soient mythiques ou réelles, les ceintures de chasteté représentent un sombre chapitre de l'histoire de l'oppression de genre. L'idée de la ceinture de chasteté remonte à la période médiévale, la plupart des références situant son usage au XIVe et XVe siècle, notamment pendant les croisades. L'histoire raconte que les chevaliers, partant combattre en Terre Sainte, verrouillaient leurs épouses ou leurs fiancées dans des ceintures de chasteté pour s'assurer de leur fidélité durant leur absence. Ces ceintures étaient généralement faites de métal et conçues pour être verrouillées autour de la taille de la femme, ne laissant qu'une petite ouverture pour les fonctions corporelles nécessaires. L'implication était que la femme ne pouvait s'engager dans aucune activité sexuelle sans le consentement de son mari. Cependant, les analyses historiques récentes suggèrent que l'utilisation généralisée des ceintures de chasteté relève davantage du mythe que de la réalité. Beaucoup des ceintures qui ont survécu dans les musées ont probablement été créées pendant la Renaissance ou des périodes ultérieures, souvent comme objet de curiosité ou à des fins d'art érotique plutôt que pour un usage pratique. Néanmoins, l'existence même de tels dispositifs reflète les attitudes profondément ancrées à l'égard de la sexualité des femmes dans l'Europe médiévale. Que les ceintures de chasteté aient été largement utilisées ou non, le concept lui-même est significatif pour ce qu'il représente. L'idée que la pureté sexuelle d'une femme était quelque chose qui devait être gardé et contrôlé, souvent par des figures d'autorité masculine. Dans la société médiévale, la valeur d'une femme était étroitement liée à sa virginité et à sa chasteté, et tout soupçon d'infidélité pouvait ruiner sa réputation ou entraîner une punition sévère. La ceinture de chasteté symbolise les mesures extrêmes auxquelles les sociétés patriarcales ont eu recours pour contrôler la sexualité féminine. Les femmes étaient considérées comme la propriété de leur père ou de leur mari, et leur comportement sexuel était strictement réglementé pour s'assurer que les lignées d'héritage restaient incontestées et que l'honneur familial restait intact. Le concept de la ceinture de chasteté illustre la croyance sociétale plus large selon laquelle les femmes ne pouvaient pas être dignes de confiance avec leur propre corps et qu'un contrôle masculin était nécessaire pour maintenir l'ordre social. Bien qu'il existe des références aux ceintures de chasteté dans la littérature et l'art médiévaux, les historiens ont débattu de l'étendue de leur utilisation dans la vie quotidienne. Certains suggèrent que les représentations plus graphiques des ceintures de chasteté, avec des pointes acérées et des mécanismes de verrouillage complexes, étaient probablement exagérées ou créées à des fins satiriques. Par exemple, au XIXe siècle, les ceintures de chasteté étaient souvent décrites dans la littérature comme des reliques d'une époque plus barbare et répressive, utilisées pour mettre en lumière les progrès supposés de la modernité. Dans ce contexte, la ceinture de chasteté est devenue plus une mise en garde contre les dangers de la répression de l'autonomie sexuelle des femmes qu'un récit littéral des pratiques médiévales. Même si les ceintures de chasteté n'étaient pas largement utilisées en Europe médiévale, l'impact culturel du concept a perduré.
Les bancs d'infamie et les sièges de plongeon. Les bancs d'infamie et les sièges de plongeon étaient des formes de punition publique et d'humiliation, principalement utilisées contre les femmes accusées d'être des commères ou d'adopter un comportement inapproprié, comme le fait de colporter des ragots, de harceler ou de diffamer. Ces punitions étaient conçues non seulement pour causer un inconfort physique, mais aussi pour humilier publiquement les femmes perçues comme défiant l'ordre social établi. Le banc d'infamie était une chaise en bois sur laquelle la femme accusée était contrainte de s'asseoir, souvent placée dans un endroit visible de la ville pour être exposée au public. La femme pouvait être promenée dans les rues ou placée dans un lieu central où elle était sujette aux railleries et aux moqueries de ses voisins. Cette forme de punition était couramment utilisée en Angleterre au XVIe et XVIIe siècle et a finalement été introduite dans l'Amérique coloniale, où elle était employée de manière similaire. Le siège de plongeon, une variante plus sévère, consistait à attacher la femme accusée à la chaise et à la plonger à plusieurs reprises dans un plan d'eau comme une rivière ou un étang. Cette pratique était particulièrement dangereuse, car les immersions répétées pouvaient entraîner la noyade ou l'hypothermie. Comme le banc d'infamie, le siège de plongeon était utilisé pour punir les femmes perçues comme étant trop bavardes ou ayant perturbé l'ordre social par leur comportement. Dans une société profondément patriarcale, où le rôle d'une femme était largement défini par sa capacité à rester silencieuse, soumise et obéissante, les bancs d'infamie et les sièges de plongeon étaient des outils efficaces pour renforcer ces attentes. Les femmes qui sortaient des limites du comportement acceptable, que ce soit en colportant des ragots, en défiant l'autorité masculine ou en s'affirmant d'une autre manière, étaient souvent étiquetées comme commères et soumises à ces punitions humiliantes. L'utilisation de ces punitions était particulièrement répandue dans les petites villes et les villages, où le maintien de l'harmonie sociale et de l'ordre était primordial. Les accusations de commérage étaient souvent portées par des maris ou des voisins masculins qui croyaient que le comportement d'une femme avait perturbé la paix de la communauté. Dans ce contexte, les bancs d'infamie et les sièges de plongeon fonctionnaient à la fois comme un moyen physique et symbolique de réaffirmer la domination masculine. L'un des récits les plus célèbres concernant le siège de plongeon est celui d'Anne Henley, une femme de Virginie condamnée à être plongée en 1751 pour avoir prétendument crié et querellé. La punition de Henley consistait à être attachée à une chaise et plongée dans une rivière voisine à plusieurs reprises devant une foule de spectateurs. Son cas illustre la nature publique de la punition, ainsi que les dangers qu'elle posait aux accusés. D'autres récits historiques d'Angleterre et de l'Amérique coloniale contiennent des récits similaires de femmes punies de cette manière, souvent pour des infractions aussi mineures que la propagation de rumeurs ou le fait de parler à contretemps. Dans de nombreux cas, la punition ne concernait pas seulement le comportement individuel de la femme, mais aussi le renforcement des normes sociétales exigeant que les femmes soient silencieuses et subordonnées. Les bancs d'infamie et les sièges de plongeon étaient plus que de simples punitions physiques. Ils étaient aussi de puissants outils de contrôle social. En soumettant les femmes à l'humiliation publique, ces punitions envoyaient un message clair sur les conséquences de la transgression des rôles de genre et du défi à l'autorité masculine. Le spectacle public de la punition garantissait que les autres femmes de la communauté seraient dissuadées d'adopter un comportement similaire.